Salut Amandine, Salut Nicolas. bienvenue aujourd'hui au BIC de Montpellier, donc au cœur de l'innovation à Montpellier. On t'a invité pour parler d'un sujet qui nous parle tous. C'était assez naturel d'approfondir ce thème-là, qui est bien sûr un thème de développement commercial, de cycle de vente, qui est ton domaine d'expertise. Et c'est également pour nous l'occasion de lancer ce nouveau format, qui justement, on sait qu'on a beaucoup sur Montpellier et en particulier dans la région, il y a beaucoup d'acteurs qui développent des structures, qui développent de l'expertise. Et c'est vrai qu'on a tendance à la garder, à l'échanger comme ça en physique. Et donc là, c'est de se dire un peu, on va partager aussi des bonnes pratiques et des visions en particulier sur notre marché, des choses que tu connais particulièrement bien et qui font écho en fait à chacun d'entre nous et à toutes les entreprises qui ont des thèmes assez similaires, hein. C'est bien sûr euh, améliorer leur croissance, leur chiffre d'affaires, leur développement commercial. Et donc on a voulu aujourd'hui trouver un axe et cet axe c'était de porter une réflexion ensemble autour du cycle de vente. Et donc en effet, merci de nous avoir rejoints pour ce format pour parler du cycle de vente et en particulier de cet enjeu-là, c'est du temps du cycle de vente. Mm. Pour commencer, donc on va d'abord se présenter rapidement et après, si tu le veux bien, on ira sur une série de questions qui vont approfondir ce thème-là. Mais bien sûr, comme tu le sais, on a dit, comme on a parlé un peu avant, c'est en mode conversation, on peut faire des digressions. Amandine, est-ce que tu peux nous faire une présentation face caméra un peu de Cléa et quel est ton domaine d'expertise et d'activité, s'il te plaît? Avec plaisir Mm. Nicolas, et puis un grand merci pour cette invitation. Bonjour à tous et à toutes qui nous regardez. Je suis Amandine Reynaud, je suis la fondatrice du cabinet Clélia. Euh, Clélia, c'est une agence de conseil qui est spécialisée en marketing de l'innovation. Donc c'est un domaine très spécifique du marketing stratégique qui vise en fait à optimiser, accélérer l'accès au marché des produits innovants. Et de manière générale, en fait, c'est mieux connaître son marché et aller trouver les hacks pour soit rentrer sur son marché une première fois ou soit augmenter sa pénétration marché et la fidélisation client qui va avec. C'est vraiment des sujets particulièrement qui nous concernent et en particulier dans l'écosystème de start-up et comme ici d'innovation au BIC avec des enjeux, on le sait, de structures qui sont liées à l'innovation et de l'innovation, ça veut dire aussi de l'itération, ça veut dire aussi, nous, chez Sharp, on est particulièrement concernés par ça. C'est vraiment pouvoir rapidement identifier son marché et parfois même avec des entreprises qui ne le connaissent pas bien Mhm. et qui ont besoin en fait de sentir et simultanément de construire en même temps qu'ils identifient leur cible. Je vais en profiter aussi rapidement en quelques phrases pour me présenter aussi, puisque c'est vrai qu'on fait ce contenu-là, mais en deux phrases. Donc moi je m'appelle Nicolas, je suis le cofondateur de Sharp avec Loris Venturelli. Et on a monté Sharp, qui est une solution d'IA qui tire le meilleur de l'IA en fait à destination de la performance commerciale. Et l'objectif très simple, c'est d'être l'extension du commercial ou pour des commerciaux qui, dans tout le cycle de vie en fait, vont avoir tout un tas d'actions qui vont pouvoir être améliorées par cette technologie qui est l'IA. Et ce qu'on a voulu faire, c'est également de trouver des vrais use cases de manière très concrète de comment des entreprises et surtout n'importe quel type d'entreprise peuvent tirer le meilleur de l'intelligence artificielle depuis l'identification de prospects à forte valeur ajoutée. Et donc c'est là où aussi on a des choses qui sont vraiment en commun dans ce côté-là, Mhm. étude et ciblage du marché. Et après, une fois qu'on a trouvé les entreprises, il faut trouver les bons interlocuteurs. Et surtout, et ça fait partie aussi des thèmes du jour, d'arriver à comprendre comment ils fonctionnent et de s'intéresser à eux. Et Mhm. donc, c'est aussi autour de ça qu'on a créé Sharp, c'est de réunir toute l'information qui est disponible et de la rendre accessible et mise en lumière par rapport à l'offre d'un utilisateur. Et donc, on en parle clairement, hein. C'est très orienté de notre côté développement commercial. Nous, on est sur la partie opérationnelle, donc la fin du tunnel. Et vous,
Vous êtes aussi sur cette partie-là stratégique, en lien avec le marketing, mais un marketing qui est, de ce que tu m'expliques aussi, très opérationnel et concret. On n'est pas clairement. dans d'énormes théories. Donc dans cette partie-là, pour commencer donc sur la stratégie dans les cycles de vente, d'après toi, c'est quoi dans ce monde-là, cet univers, les types d'erreurs Mhm. stratégiques que tu vois le plus souvent et qui sont simples à éviter et qui rallongent le cycle de vente? Alors des erreurs, il y en a pas mal, mais je vais peut-être me concentrer sur les principales. Déjà, les premières erreurs, c'est les erreurs marketing. Et puis après, évidemment, des erreurs qui sont plus commerciales, hein, puisque le job du marketing, déjà, ça me paraît important de le dire en entrée, c'est de faciliter le job du commercial. Oui, Et pour le coup, le commercial est censé aussi ramener des informations du terrain pour améliorer le marketing et créer un bien sûr. cercle vertueux sur cette stratégie-là. Si on se concentre effectivement sur les erreurs que je vois le plus fréquemment, ben, c'est d'abord de ne pas connaître son marché ou de le connaître, mais de rester justement dans une vision un peu trop confortable qu'on a. On peut connaître son marché globalement, mais pour le coup, pas assez bien connaître ses cibles et leurs besoins spécifiques par rapport pour le coup, aux nouveaux produits Hmm. souvent que je vais vendre. Donc ça, c'est la première erreur, pas assez bien connaître son marché. La deuxième, c'est effectivement pas bien cibler. Donc, dans ciblage, j'entends deux choses. Il y a l'ICP, Hmm. c'est-à-dire quelle entreprise, quelle typologie d'entreprise est-ce qu'on va cibler. Et puis après, il y a le persona à l'intérieur de cette entreprise, si on est en B2B, typiquement. Et c'est pensé de manière un peu trop intuitive et souvent fausse, que par exemple, mon persona, ça va être la responsable RH. Hmm. Souvent, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et effectivement, quand on va mettre de la ressource sur la recherche des responsables RH, alors qu'en fait, c'est pas forcément eux Hmm. qui vont être nos leviers dans le processus de décision, forcément, on perd du temps, on perd de la ressource. Et si je prends sur le volet purement commercial, pour moi, l'erreur classique, et je pense que tu partageras, Nicolas, c'est de ne pas structurer son process Ouais. commercial, pour le coup. Ouais, clairement, hein, parce que on parle de cycle de vie et en fait, c'est la mise en action de tous ces éléments-là, Mm. depuis le ciblage jusqu'au déploiement. Et donc, ça fait une chaîne de valeur qui fait le succès d'un développement commercial. Et d'autant plus dans cet environnement-là donc, de l'innovation, où parfois, comme on est en train de tester un marché, on le fait un petit peu au feeling et au fil de l'eau. Et on se rend compte que des fois, on va aussi être attiré par, peut-être par chance, on a eu un client qui fonctionnait bien. Et on va dire, punaise, mais en fait, c'est ça, mon ICP, ça fonctionnait exactement bien avec celui-là. Et la vraie difficulté, où ça demande aussi parfois de faire appel à des partenaires qui peuvent avoir une objectivité qu'on a du mal à avoir quand on se lance, Mhm. et parfois aussi un peu de courage de dire, en fait, j'ose lâcher un bout de la rampe que je tiens parce qu'elle me tire, parce qu'au final, j'arrive à prendre du recul sur la situation, sur mes qualités et mes opportunités. Et derrière, je vais peut-être aller identifier avec plus de précision soit d'autres entreprises, soit d'autres secteurs. Et également, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, en tout cas qu'on partage, c'est de dire de ne pas s'éparpiller aussi. Et il y a une vraie difficulté dans ces cycles de fait que ça rallonge les cycles de vente quand on va essayer de tout faire à la fois. Mm. Donc oui, il faut de l'itération, mais je pense qu'il faut avoir identifié, comme tu l'as bien dit, tes cibles, ton ICP, et au-delà de ça, même les personnes au sein de l'entreprise. Parce que combien de fois on va être confronté à des personnes qui sont des champions, qui vont peut-être pousser le produit en disant oui, là c'est intéressant, votre offre, votre service, il marche très bien. Mais par contre, au final, le décisionnaire, ça va être le big boss, le Mm. directeur. Et inversement, des fois, on veut taper trop haut, et selon le produit qu'on a, il faut se dire non, 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 mais ici, en fait, la bonne pratique, c'est pas de faire que comme ça. Mm. Il faut passer par les étapes, par les prescripteurs, pour arriver aux champions, peut-être les chefs d'équipe, et derrière, la direction dans ce process, elle est comme ça. Donc dans ce contexte-là, ça me fait la transition donc, sur cette vélocité, cette inertie. Là, on a partagé quelques exemples, mais pour revenir aussi sur
du concret. Toi, quand tu accompagnes les entreprises innovantes, ce serait quoi la première chose que tu vraiment identifies pour donner quelque chose d'assez concret, pour accélérer le cycle de vente, pour justement éviter que ça soit interminable? C'est un Mhm. bon tip que tu pourrais Ouais. mettre en avant. Alors déjà, la question de la longueur du cycle de vente, se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Mm. Parce qu'effectivement, bah, peut-être que c'est ça et que c'est une question de structuration commerciale. Peut-être que finalement, la longueur du cycle de vente, bah, elle est naturelle parce que je suis dans un secteur où bah, naturellement, mon marché, c'est les grands comptes, c'est les Oui. collectivités, donc ça prend un peu de temps, etc. Mais si effectivement la problématique, elle est autre, ça vaut le coup de creuser. Pour moi, la première chose, c'est faire un bon diagnostic de bah, sa stratégie marketing. Alors, au sens de comment est-ce qu'on a cartographier son marché et comment est-ce qu'on a dessiné le chemin pour y aller. Oui. On est vraiment dans l'idée de la stratégie, parce qu'effectivement, comme tu le soulignais à l'instant, souvent, on- je vais avoir une expérience positive, par exemple, avec un dirigeant de PME qui a acheté ma solution. Donc, en fait, je pense que tous les dirigeants de PME vont être intéressés et je vais prendre mon marché comme ça. Sauf qu'en réalité, on passe peut-être à côté d'un marché un petit peu plus intéressant avec un cycle de vente plus optimisé, typiquement. Donc, déjà, effectivement, c'est se poser la question, qui sont les cibles les plus adaptées à mon produit aujourd'hui? Pas dans 5 ans quand mon produit Ouais, sera oui, parfait, mais aujourd'hui. Parce qu'effectivement, peut-être que tu développes un produit pour les grands comptes ou pour les collectivités, mais aujourd'hui, là, dans sa version la plus simple, comment est-ce que tu peux le vendre? Donc, il y a deux choses, déjà les typologies d'entreprises, et puis s'intéresser à la maturité des cibles, mm, pour le coup. Parce que quand on est entrepreneur, on a son projet dans le cœur, dans les tripes, et forcément qu'on y croit à fond ouais, et qu'on pense qu'il est indispensable à tout le monde. La réalité, c'est que tout le monde n'en a pas forcément la même conscience et la même urgence sur ce besoin-là. Donc, ce que je recommanderais déjà pour optimiser le cycle de vente, c'est aller trouver les gens qui en ont le plus besoin et qui ressentent cette urgence-là. ouais. Et ces gens-là, ben, ce n'est pas forcément les premières personnes qu'on a rencontrées en réseau et qui ont acheté notre produit Mm. le premier. Parfois, il faut un peu les chercher. Donc, le premier diagnostic de l'entreprise par rapport à son marché, c'est cartographier en fait quelles sont aujourd'hui mes ressources, mes forces, mais aussi les points de faiblesse que j'ai. Et par rapport à ce que je veux aller chercher, en fait, quels acteurs sont sur mon marché. Donc, cible 1, cible 2, cible Mm. 3, donc type d'entreprise, taille potentielle de l'entreprise, nature du besoin, urgence du besoin, bon, et j'en passe. Et en fait, on va procéder en entonnoir, hein. Le marketing, c'est vraiment une vision hyper analytique du marché en amont du commercial. On va procéder en entonnoir et identifier les premières cibles qu'on va aller chercher. Je reprends ce que tu as dit tout à l'heure parce que j'ai trouvé ça hyper Mm. intéressant et je ne peux qu'adhérer. Explorer, c'est pas s'éparpiller. Ouais. Explorer, c'est pas dire oui, je vais essayer ça et puis ça répond pas tout de suite, donc vite, je vais changer de cible et puis allez, on va lancer un mailing global sur l'autre cible parce que la première n'a pas répondu. Non, ça c'est s'éparpiller, ça c'est clairement gaspiller de la ressource. Et attention, il n'y a pas de jugement dans mon propos, parce que bah, on peut imaginer aussi que quand on est entrepreneur, parfois on a des urgences. On a des urgences de trésor, il faut vendre, il faut que ça close là maintenant. Mais par contre, s'éparpiller, pour moi, c'est toujours la pire solution. Mm. Donc, même en situation d'urgence, en fait, on se pose, On navigue pas à vue, ouais. c'est ça. Il y a toujours la question, la stratégie. La stratégie, c'est ce que j'ai dessiné, c'est là où je vais et comment j'y vais, dans les grandes lignes. Et après, la tactique. La tactique, c'est clairement ces grandes lignes-là, elles se concrétisent comment sur le terrain. Donc, en tactique et en action. La problématique de beaucoup de dirigeants, c'est qu'à un moment donné, ou dans une phase de panique, ou par méconnaissance aussi, confondre tactique et stratégie, Mm. et donc essayer, enfin, on nous a toujours dit, n'essaie pas de courir plusieurs lièvres à la fois, Ouais, ne joue pas sur deux tableaux, ça sert à rien. Bah, clairement, on est là-dedans. Donc oui. en fait, une chose après l'autre, et quand on va aller explorer un marché, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on travaille avec nos Mm. partenaires commerciaux. D'abord, on va se concentrer sur une cible, on va poser un plan d'action marketing et commercial, avec un peu de communication évidemment dans le marketing. On va tester, on voit les résultats, et selon
on va mettre un peu de ressources petit à petit sur les autres cibles. Ok. Parce que c'est ce qu'on voit aussi, c'est ce côté, la tentation de vraiment tester plein de choses. Et en fait, je pense que les entrepreneurs en innovation, on a cet ADN-là d'itération dans le produit. Et ça, c'est une philosophie aussi. Ça veut dire qu'on va faire des ajustements, on va aller dans une direction d'une fonctionnalité et on va voir aussi, c'est aussi la stratégie de dire, en fait, nous, on a le prisme de quelle est ma vérité à moi, qui ne sera pas la même de celle de mes clients. Et en fait, je pense que c'est là où on a un risque, c'est que on traite un peu le marketing de la même manière. Où on va dire, allez, je vais mettre des ressources sur, on va faire une campagne, et en même temps, on va peut-être faire aussi du réseau, et en même temps, je vais prendre une personne qui va s'occuper de développer l'international. Et en fait, on essaye d'avoir une stratégie qui est un peu organique. Mhm. C'est de dire, ben voilà, je pars dans toutes les directions, et on va voir un peu avec du darwinisme, c'est laquelle qui survit. Et l'idée, comme tu l'expliques, c'est que ben, dans ce monde-là de l'innovation en particulier, les ressources, souvent, elles sont assez limitées parce qu'on est dans des phases de cash burn qui sont claires, qu'il faut prendre en compte. Et donc, il faut vraiment prendre les bonnes décisions. Et l'approche aussi, c'est que je pense, là où on doit faire quand même attention, et c'est moi le conseil que j'aimerais donner, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Et que ce qui marche avec les autres ne marche pas forcément avec nous. Et donc là, il y a quelque chose en termes de cycle de vente qui est hyper important, où il faut arriver à être autocritique et prendre du recul. C'est que attention aux acteurs qui disent j'ai la recette miracle, ça fonctionne comme ça. Comment te prompte? Ah ouais, ouais, ouais. J'en ai vu un tout à l'heure, je partagerai la photo dans la vidéo là. Je te la montrerai, elle est incroyable. C'est gagne 52 clients en une demi-journée avec machin. Bon. Et forcément, en plus, dans un monde qui va vite aujourd'hui, sur les nouvelles technologies, ben, on tend vers la facilité, on tend vers aller chercher des recettes miracles. Ça a toujours marché sur c'est les élixirs de longue vie, tu vois. Et au final, ben, il faut aussi accepter que ça passe par quelque chose par une forme de difficulté, par une forme de maturité aussi dans son offre. Et c'est un peu l'œuf et la poule, parce que ça se crée simultanément en même temps que le marché. Le marché peut influer notre produit, comme nous, on va s'adapter aussi à des nouveaux usages et à faire de l'innovation aussi d'usage. Et donc, il faut arriver à se mettre en face aussi, je pense. J'ai bien aimé ta remarque des clients les plus critiques, parce que notre beau-frère et notre cousin, ils vont toujours dire non, mais c'est génial, etc. On le sait bien dans les réseaux aussi, il y a beaucoup de gens qui apprécient, et c'est excellent, ça fait partie aussi, c'est ce qu'on aime, hein, qui apprécient de partager, de mettre en lumière des camarades, de mettre en lumière des gens avec qui on travaille d'arriver à impulser une dynamique parce qu'en plus, bah, c'est le business qu'on prône, hein, celui du réseau, de la connaissance, etc. Mais derrière, bah, il vaut mieux limite aller discuter avec le client où on sent que bah, peut-être il avait une utilisation, il avait beaucoup d'enthousiasme au début et qu'après d'un coup ça s'est arrêté d'un coup et discuter aussi avec justement exactement ces clients-là qui étaient bah, peut-être ceux que on n'avait pas attendus, qu'on n'avait pas, qui sont arrivés parce que ils ont une approche un peu différente, on les connaît pas. Et en fait, on apprend beaucoup de choses déjà parce que on retrouve, et c'est un des éléments importants, l'objectivité, d'avoir quelqu'un qui n'a pas de lien avec nous. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il en ressort en tant qu'usage et à partir de quel moment il est prêt à payer pour notre service. Et de se rappeler également que on arrive pour que ça soit viable, en fait, ben, il faut faire des modèles qui rapportent. Et cette valeur-là, elle est toujours conditionnée par bon, ben derrière, qu'est-ce que je rapporte, que ce soit en termes de temps, en termes de chiffre d'affaires, en termes de méthodologie, que ce soit des services, que ce soit des SaaS, que ce soit des produits. On en revient vraiment à ben, quelle est la valeur qu'on va apporter. Est-ce que cette valeur-là, ben, elle vaut plus au final? Et je pense que c'est ce qu'il faut viser que le prix auquel on la vend. Donc dans l'idée, ben, ça, c'est aussi une approche pour ben, bien développer son axe avec, ben, voilà, pas croire qu'il y a une recette miracle et on sera, et demain, tout va être résolu et ça a marché avec les autres, ça marche aussi avec moi.
On a parlé des, de l'aspect ressources Mhm. qui est central, que ce soit pour les entreprises nouvelles dans l'innovation, mais aussi sur les grandes PME, aussi sur des entreprises avec qui nous on travaille, qui sont des sociétés qui sont un peu traditionnelles, qui existent depuis des dizaines d'années, et elles sentent qu'il y a des changements, et de manière très intelligente, que ce soit les toutes petites, les startups ou les sociétés traditionnelles, ils se disent, bon ben voilà, je ne dois pas rater le coche de nouvelles innovations et je dois perpétuellement arriver à me renouveler. Et ça passe aussi à tous les niveaux par potentiellement par quelque chose qui est très cher en ressources, c'est par des recrutements, par augmenter les équipes, et ça on le voit à tous les niveaux. Euh, on a un vrai risque au niveau des recrutements. Est-ce que tu penses que on peut justement travailler, garder son inertie avec ses équipes existantes sans forcément passer par des recrutements en direct, peut-être avec de la sous-traitance, peut-être avec nos équipes actuelles, et arriver à faire mieux avec de l'existant plutôt que de se relancer dans des phases de croissance organique? Mais clairement. Qu'on soit dans le contexte économique, géopolitique 2026 plus que jamais, qu'on soit une start-up qui démarre, qu'on soit même une PME traditionnelle ou innovante, quelle que soit l'étiquette qu'on lui colle, aujourd'hui, la ressource est limitée. Toute ressource financière, naturelle, humaine. Et pour le coup, justement, quand on itère, quand on est dans un processus d'innovation, je recommande pas forcément d'aller recruter typiquement la ressource humaine en CDI. C'est un risque pour tout le monde. C'est clairement d'ailleurs pas forcément responsable voilà, d'embaucher des gens si on n'est pas sûr de pouvoir les garder sur des postes. Donc pour le coup, il y a d'autres logiques. Il y a une logique que j'aime bien, c'est scinder en fait entre exploitation et exploration. Ok. L'exploitation, c'est la partie du business model qui fonctionne déjà, qui génère du cash et qui permet en fait de financer l'exploration. Cette exploration-là, pour moi, c'est important que les équipes s'y collent parce que sous-traitance ou pas, les équipes, c'est elles qui resteront et donc elles doivent développer leur propre processus d'innovation, d'exploration, etc. Euh, pour moi, ça me paraît intéressant pour le coup de sous-traiter une partie, Mm. notamment à des experts de terrain sur la partie marketing, sur la partie commerciale, pour deux raisons. La première, c'est celle qu'on a évoquée, c'est qu'on n'a pas de charge fixe et que si demain on n'a plus les moyens de payer le prestataire, tout simplement, on arrête et puis on aura gagné ce qu'on aura appris. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, quand on est entrepreneur ou même intrapreneur dans une société, on a la tête dans le guidon. Et en fait, on peut avoir la logique d'exploration et la curiosité aussi développée qu'on veut. On a toujours la tête dans le guidon. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est intéressant de faire appel à des gens qui sont experts des processus d'innovation, mais pas forcément de votre marché. Parce qu'ils vont venir voir des choses qui sont différentes, Mm. approcher votre marché avec des approches différentes des autres, des vôtres. Et ce qui va être intéressant, c'est en fait les deux vont s'hybrider et faire naître plus d'innovation, ou en tout cas la catalyser. Mm. Ouais, on est clairement je suis convaincu de ça. Et également ce côté euh, arriver à prendre du recul. Parce Mm. que tu l'as dit, des fois on lance des produits, on lance des services et c'est nos bébés. Et en même temps, au bout d'un moment, il faut arriver à apporter de l'objectivité sur ça. On peut aussi avoir cette tendance à dire ben, j'ai besoin vite de recruter. Alors le risque, c'est aussi de prendre des personnes parce que qui soient des erreurs de casting, parce qu'on n'a pas forcément l'expérience sur notre sujet, notre thème, qui est peut-être, c'est des personnes qui ont déjà travaillé des années dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, ou des entrepreneurs qui ont déjà réussi avant, ils refont une structure et à ce moment-là, ils se disent, bon, j'ai la clé, je sais comment ça fonctionne. Et en fait, c'est tellement un risque. Nous, on a eu la chance avec Loris d'échanger avec plein de gens mais qui ont eu des écueils dans l'entrepreneuriat. Souvent, on écoute, en parlant de podcast, que ceux qui ont réussi. Et en fait, il y a plein d'éléments qui font que
Il y a tout un tas d'étoiles qui doivent être alignées pour réussir. Et des fois, on apprend beaucoup plus de ceux qui ont trébuché, qui ont eu la difficulté, qui se sont pris des murs. Et c'est extrêmement intéressant de rencontrer ces profils-là. Et on s'est rendu compte, et nous, ça nous a quand même fait bien réfléchir, que il y en a une majorité, ça s'est passé à cause de recrutements qui ont été, qui se sont mal passés avec des personnes qui ont rejoint les équipes et qui, au final, n'ont pas supporté le projet. D'autant plus à un moment donné où le projet, dès le début, il est encore tellement embryonnaire. Et en fait, chaque personne va venir influencer non seulement par son expertise, mais aussi par sur les valeurs et de Mm. qu'est-ce qu'est l'entreprise. Parce que quand des 2, 3, 4, il y a une personne qui arrive en plus, bah, tu as 20% C'est quelqu'un qui me l'a dit ça, je ne réalisais pas en fait, moi j'avais pas eu ce côté-là, mais à quel point bah, chacune des personnalités, elle va impacter et ça, c'est vraiment un truc super important. Et d'un autre côté, on peut aussi travailler justement avec bah, des partenaires qui nous permettent aussi de prendre, c'est pas forcément une finalité, ça peut être aussi prendre de l'expérience sur un sujet Mm. pour mettre les jalons de quelque chose qui demain va être repris par quelqu'un. Et parfois, ils peuvent aussi les faire même monter en compétences. Exactement. C'est effectivement, comme tu dis, c'est poser les jalons, c'est reprendre le cadre. Euh, Tu vois, souvent quand j'arrive dans une boîte, le dirigeant me dit, oui, mais moi je connais mon marché et tout, là j'ai besoin d'accélérer, j'ai besoin que tu m'aides. Et en fait, quand je discute un petit peu avec lui, je me rends compte qu'effectivement, oui, il a besoin que je l'aide, oui, il connaît son marché, comme il le dit, mais en fait, il a juste besoin que je lui mette des lunettes, c'est un peu ça, pour qu'il voit mieux. Et en fait, bah, c'est quoi ces lunettes concrètement? C'est on va passer du temps en atelier à reprendre les choses avec bah, les cases, non pas pour mettre les choses dans des cases ou des PowerPoint, attention, mais pour en fait mettre ces idées dans Ouais. l'ordre, puis se dire en fait, bon bah tu vois, ton idée là qui est géniale, bah, elle est géniale, mais on va se la garder un petit peu pour Ouais, plus tard, parce que là, regarde, tu as un bel insight marché, il va falloir le creuser pour aller déjà chercher ouais. tes revenus, etc., bien prioriser tes cibles, dégager tout ce qui est inutile, éliminer l'inutile, tout ce qui coûte en ressources et qui est inefficient. Et en fait, in fine, enfin moi quand je ressors d'une entreprise, d'une mission, ma plus belle réussite, c'est qu'on me dise, ah ben oui, mais en fait, ça y est, maintenant, j'y vois beaucoup plus clair. Mhm. Et tu m'as aidé, en fait, bah, non pas à changer leur vision, parce que quand tu es accompagnant, tu fais pas la stratégie à la place des autres, hein. Ça, c'est le truc des consultants à Ouais. l'ancienne. Nous, on n'est pas comme ça. Mais pour le coup, on fait pas la stratégie à la place des autres. Increase profit, reduce C'est cost. ça. C'est 20 en 000 fait, euros. c'est ça. Direct. C'est plutôt comment est-ce que je vais t'aider à aligner, incarner ta vision. Ouais. Et est-ce que des fois tu vas même, enfin inévitablement, mais ça a un côté, tu fais un peu la psychologue, quoi? Alors, mes clients m'appellent la psy du C'est vrai? marketing. Ouais. Eh oui, forcément, ouais. C'est ça. Tu arrives à ça. Et est-ce que, D'ailleurs, tu vois, même moi, tu as mis des canapés t'as vu ça? pour me recevoir. Je le sentais. Dans cette approche-là, donc ce travail avec forcément, donc avec souvent les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, est-ce que des fois tu te frottes un peu aux égos? Est-ce que tu dois avoir un côté diplomate Mhm. pour arriver à pour leur bien au final, je pense, hein, à leur infuser une approche qui soit différente, mais qu'elle soit quand même acceptée? Un peu, j'aime bien le côté, alors je pense, hein, à la Inception, c'est Mhm. t'as mis une idée, mais si tu penses que c'est la tienne, c'est encore mieux, quoi. Oui, alors, je vais te répondre de manière la plus claire et la plus Ouais, cash possible. Bien sûr qu'il faut être diplomate dans nos métiers. Comme je te disais, il y a une grande partie de mon métier, c'est bah, de faire en fait des jolies lunettes avec des belles montures pour les dirigeants pour leur apprendre à mieux voir leur marché, leur business et les aider à trouver les bonnes solutions. Diplomatie, oui. Manipulation, non, oui. pour le coup. Euh, et l'ego, oui, forcément. Après, je vais distinguer deux types d'ego. Il y a l'ego de je sais tout, j'ai pas besoin de toi, bah, très bien, pas de souci. On verra dans 2 ans. Euh, et puis, il y a l'ego, mécanisme de défense. On Mm. a tous un ego, on a tous des mécanismes de défense. Et pour le coup, c'est là que l'accompagnant en marketing prend parfois un peu sa casquette de psy. Oui. Et c'est effectivement bah, comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, tout simplement. Mais in fine, enfin, pour moi, l'accompagnement, c'est vraiment euh, aider les personnes, parce qu'un dirigeant, une dirigeante, c'est d'abord une personne, à incarner leur vision et
à construire une entreprise à l'image de cette vision. D'accord. Clairement, clairement, et aussi d'être aligné dans les actions. Et on le voit nous aussi régulièrement, parce bah, maintenant, nous, en travaillant avec les équipes commerciales, et on a souvent des leads entrants, mais de plus en plus, le jeu, il se fait aussi sur de l'outbound, bah, sur des prises de contact avec des nouveaux leviers. Parlant donc de cette partie-là, donc cycle de vente, on le voit de bout en bout, donc bah, du marketing jusqu'à derrière les équipes commerciales qui en bénéficient soit par le ciblage, soit aussi par parfois des leads entrants et de la préparation. Et en fait, c'est vraiment quelque chose à orchestrer correctement de bout en bout pour ben, avoir des bons résultats. Par contre, on sait qu'il y a des éléments qui sont quand même inévitables. Est-ce que pour toi, si tu voyais vraiment, par rapport aux dirigeants en particulier, la chose la plus importante que tu répètes quand tu entends que ah, le cycle de vente il est trop long, c'est quel aspect que tu irais travailler dans cette machine, en fait, dans cette sales machine de manière prioritaire? Alors pour le coup, si le cycle de vente est trop long, déjà effectivement, il faut comprendre pourquoi. Ouais, Et effectivement, et ben, quand on a vraiment besoin de reprendre son cycle de vente, de le raccourcir, soit on y arrive par la tactique commerciale, ouais. donc ça c'est plus le job des commerciaux, bah, mieux suivre en fait ses leads, faciliter la relation client pour s'assurer qu'en fait bah, tout se déroule bien, y compris de manière administrative, du premier rendez-vous jusqu'à la clôture du Mm. deal et puis même jusqu'à la fidélisation, la suite. Et après, si on regarde d'un point de vue un peu plus, pour le coup, market, au sens marché, c'est se dire, eh ben, peut-être que ma stratégie là, à long terme, c'est d'aller chercher de l'ETI, du grand compte, Ouais, certaines PME, clairement, ouais. collectivités. Ouais. Mais en fait, là, aujourd'hui, se poser la question, quels clients qui ont besoin de mon produit ou qui sont obligés de l'adopter quand Mhm. on est dans des contextes réglementaires Ouais, particuliers. En fait, quels sont les clients qui ont le besoin le plus urgent et qui pourraient en fait me répondre de manière plus c'est ça. rapide. Donc parfois c'est de la TPE-PME. Alors après, attention, hein, je fais pas de, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas Oui. de raccourci non plus, parce que parfois en fait, si in fine vos clients c'est plutôt de la grosse PME Ouais. TI et que vous allez vendre le même produit à la TPE-PME, ça va pas fitter, vous allez perdre du temps. Donc attention de ne pas Ouais. s'éparpiller. Pour le coup, en marketing et en commercial, on voit souvent cette vision de typologie d'entreprise au sens taille d'entreprise. Ok. Tu vois, on peut prendre, bah, typiquement, je peux prendre des fichiers que j'ai créés avec Sharp Mhm. et puis faire une segmentation par taille d'entreprise. Ça, c'est une vision, pour le coup, analytique un peu théorique et qui peut être parfois un peu à l'ancienne. Bien sûr. Et finalement, si je veux trouver le prospect qui va m'acheter maintenant, s'il va m'acheter maintenant, c'est parce qu'il a intérêt, c'est parce que le besoin, il l'a maintenant et pas après-demain. Bah, moi, en tant que marketeuse, je préfère la segmentation comportementale, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, effectivement, au-delà du fait de me dire, bah, cette personne, elle est responsable RSE, par exemple, que ce soit dans une PME, dans une grosse boîte, etc. C'est aujourd'hui, quel est son besoin et par rapport à son besoin, quel est son parcours? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va rechercher, sur le net, typiquement, à quels événements elle va aller, quelle personne elle va appeler quand elle a besoin. Et là, pour le coup, mettre en place un système de nurturing et puis de phoning, hein, Ouais. parce qu'il n'y a pas de secret. On peut faire autant de ce que j'appelle le joli marketing qu'on veut. Mhm. Derrière, et surtout dans l'innovation, faut se coller au terrain, faut phoner. Et puis ben, parfois aussi, on fait des belles segmentations comportementales. J'en suis la première défenseuse. Mais parfois aussi, bah, pour aller chercher ces comportements, on ne peut pas les deviner, Oui, surtout quand on n'a pas l'expérience. bien sûr. Donc, une seule solution, c'est l'exploration de terrain. On prend son téléphone et peut-être qu'il faudra en Ouais. appeler 400 pour en avoir deux Ouais, bien qualifiés. sûr. Et d'ailleurs, ça me permet de faire enfin, une transition aussi par rapport à l'écho qu'on peut avoir dans nos différentes offres et également de te proposer de nous présenter ce qui est en train d'arriver. C'est que je pense que dans cette notion-là de cycle de vente, c'est aussi une notion d'améliorer les process et cette notion de stratégie et de tactique. Donc, se donner de la force dans l'exécution. Et pour que je pense ça fonctionne bien, ça passe également par du marketing qui est en lien direct avec le commercial.
Et je pense qu'il faut aussi éviter de cloisonner trop team marketing, team commercial. Et que tu peux mettre en place des super des conseils hyper pratiques pour de l'exécution avec du nurturing, etc. Si derrière, c'est pas repris par une équipe commerciale qui est capable de faire d'arriver à faire du relationnel et de faire du Mm. closing. Et aujourd'hui, on a la sensation que de plus en plus, la valeur, elle se retrouve là aussi parce que il y a, grâce à notamment l'intelligence artificielle que nous on porte également, mais depuis quelques années, tout ce qui est automatisation, d'envoyer du mailing. Avant, ça arrivait sur des fax. Aujourd'hui, ça arrive par les mails, par les LinkedIn, par tous ces moyens-là. Mais derrière, en fait, tout ça, ça a la vertu de créer du mouvement, de créer de l'information, jusqu'au moment où on arrive à un vrai relationnel qui est entre une entreprise qui a un besoin et une autre qui fournit une solution. Et en fait, le marketing il doit aussi être en lien avec de l'exécution commerciale. Et j'ai entendu que dernièrement, dans ce sens-là, tu avais mis en avant un partenariat avec Romain, qu'on connaît également, et qui, je pense, tu vas approfondir, mais que l'idée, c'est de se dire, en fait, pour que ton travail soit bien transmis et porte au mieux ses fruits, il faut le prendre de bout en bout dans la chaîne de valeur, justement dans le cycle de vente, depuis le marketing, en lien jusqu'au commercial. Et aussi, de notre côté, après, moi, je reprendrai un peu le point sur notre vision, sur l'exécution commerciale Mm. et la solution qu'on a mis en avant. Mais si tu veux, Mm. d'abord, tu peux nous expliquer un peu Bah, ce écoute, partenariat? clairement, peut-être commencer par la genèse, effectivement, Ouais. donc Romain Lévy, qui est expert accès au marché et avec une forte coloration sur la deep tech. Pour le coup, ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on évolue ensemble professionnellement et au sein de ce bel écosystème Ouais. montpelliérain. Il se trouve que nous aussi, on a une mentalité d'innovateur et en fait, on itère, on itère. Euh, donc, nos entreprises, elles ont respectivement presque 4 ans chacune. Et naturellement, on a commencé à travailler ensemble sur les cas de nos clients. Donc moi, je travaillais sur les études de marché, je définissais la stratégie d'accès au marché, puis après, il fallait aller la crash tester. Donc pour le coup, c'est Romain qui prenait le relais avec ses équipes. Et il se trouve que petit à petit, on a mis en place des méthodologies plus construites. Et on s'est dit, mais là, ça produit des résultats et surtout, ça fait gagner en efficience à nos clients. Parce que il y a le marketing et commercial tradit, et puis il y a la vision innovation. Ce qu'on défend avec Romain, c'est une vision market commerciale qui est pragmatique, axée terrain et basée sur l'efficience. Et aujourd'hui, on en est convaincu parce qu'on le voit tous les jours sur le terrain. On ne peut pas vendre un produit innovant avec les vieilles méthodes commerciales. Donc, oubliez tout de suite les tapes commerciales, ce que tu veux sur LinkedIn. Ouais. Voilà, ça, oubliez en fait les hacks pour aller pénétrer son marché très rapidement. Ça n'existe pas ou alors c'est très très rare et je vous souhaite vraiment d'être chanceux. Mais la méthode pour nous, ça marche mieux. Ouais. Donc pour le coup, à un moment, on s'est posé avec Romain et on s'est dit en fait comment on va pouvoir créer une offre en tout cas complémentaire Ouais. et packagée de manière ultra simple pour pouvoir aider n'importe quelle entreprise innovante, que ce soit une start-up, donc en amorçage, en accélération, en levée de fonds, ou même des PME qui sont en train de mettre sur le marché des Ouais. produits innovants, donc ils ne peuvent pas utiliser leurs méthodes d'avant, parce qu'elles ont moins bien marché. Et pour le coup, donc, on a décliné un vrai plan d'action et d'accélération commerciale qui part des bases du marketing. Donc, on va poser un diagnostic. Alors, très très rapidement, puisque ça fait 10 ans en fait qu'on est dans l'innovation et qu'en fait, on a appris à analyser et catalyser très vite toutes les informations. Donc, pour le coup, très très rapidement, poser le diag, pas y passer 107 ans parce que les entrepreneurs n'aiment pas et nous non plus, on n'est pas là que pour ça. Rapidement aller identifier les segments de marché les plus intéressants, on les priorise, on les met 1, 2, 3, et puis on fait un plan d'attaque. Ok. Très clair. Puis après, en fait, on va pas laisser les dirigeants avec, voilà, en fait, voici ton diag, il faut que tu fasses ça. Parce que chacun son métier, et celui-là, pour le coup, j'avoue qu'on le maîtrise plutôt pas mal. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va aller accompagner les dirigeants et leurs équipes opérationnelles, commerciales, marketing, pour mettre en place ce plan d'action, collecter les KPI qui sont utiles, puisque ce plan d'action, par définition, il est imparfait et on le revendique. Ah, bien sûr. Et derrière, en fait, on va aller le crash tester, l'améliorer en permanence. Donc, c'est vraiment une démarche analytique et exploratoire Ouais. combinée. Et ça évite
Par exemple, ça évite que moi je fasse une superbe étude de marché avec une belle stratégie, en toute humilité, Ah, pour que derrière, en fait, ouais, c'est ce ça. soit crash testé d'une manière pas innovante ou Oui, inversement. on pourrait te reprocher de dire, tiens, en fait, on n'a pas les bons résultats, mais quelque part, oui, mais regarde, en fait, je t'avais dit ça. Ah oui, mais en fait, moi, je suis revenu à mon idée de base qui était ça. Et aussi ce côté-là, d'avoir du KPI. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très lié, en fait, à une philosophie marketing, je trouve. C'est vraiment cet héritage-là de dire, tiens, on a rentré combien, quel est le taux de conversion, quel est le machin. Et en fait, derrière, les équipes commerciales, aujourd'hui, ben, elles se sont intégrées, elles ont intégré ces méthodes-là. Mais on en voit encore beaucoup, hein, nous, dans nos clients, et c'est aussi des bonnes opportunités. C'est des boîtes qui marchent bien comme ça, en fait, qui n'ont pas forcément de CRM, qui vont travailler énormément avec de la demande entrante. Mais force est de constater, là, avec un marché qui se tend, ben, qu'il faut trouver des leviers, il faut aller chercher aussi donc, du business. Et pour ça, ben, c'était vraiment le thème d'aujourd'hui, et donc ça va dans cette direction-là. Ben, il faut être sûr que ce qu'on met en place, ça a été réfléchi, et aussi qu'on puisse en tirer des conclusions concrètes. Parce que la Exactement. difficulté, c'est je vais tenter des choses, ah mais ça a bien marché, ça n'a pas marché, mais sur quoi tu te bases pour le dire? Depuis une analyse de segment de marketing ou une étude jusque à la mise en place de manière concrète. C'est ça. Et puis effectivement, quand ça marche pas de manière idéale, ce qui est quasi impossible dans l'innovation, disons, enfin les choses telles qu'elles Ouais, sont, on va aller explorer des marchés, souvent créer des nouveaux marchés et les conquérir en même temps. ouais, Donc forcément, il y a gros challenge. Donc effectivement, d'où l'intérêt, comme en fait c'est la démarche scientifique, hein, ouais, c'est vrai. aussi Ouais, bête ouais. que ça. Pour le coup, on va Hypothèse. poser des hypothèses, on va Mhm. poser des plans et on va tester. Et en fait, on va reprendre ce qui marche et puis le remettre en haut de la machine pour créer ce fameux cercle vertueux. Mhm. Et puis massifier l'apport de clients, l'apport de cash, évidemment. Euh, et puis ce qui ne marche pas, ben, on va essayer de comprendre pourquoi exactement, enfin, comme on le fait dans son Bien process sûr. commercial Ouais, avec Sharp par exemple. ouais, Comprendre pourquoi et ajuster. Le modèle économique d'une boîte, de toute façon, et ce à quoi on touche avec le marketing et le commercial, c'est comme une horloge. ouais, bien sûr. Donc en fait, je vais aller mettre un petit coup de tournevis là, jusqu'à ce que ça marche. Et là, quand ça marche, vous pourrez mettre des ressources Mhm. et embaucher et puis aller créer Ouais. Donc je cette pense que c'est ça accélération. en fait aussi là pour c'est une bonne approche sur la conclusion. C'est que on ne peut pas au final accélérer et avoir travaillé sur une optimisation totale de ce cycle de vente tant que on n'est pas passé par des deux côtés un market qui a été peut-être bien identifié Mm. et un produit aussi qui a vraiment atteint ce PMF-là, mais c'est un peu l'œuf et la poule encore sur la cible. Et donc, c'est ça aussi que nous, on essaye là d'apporter dans les nouvelles évolutions de Sharp. Ben, c'est d'avoir dans ce travail-là de performance aussi commerciale, on identifie dans les cibles des choses qui marchent bien, mais on identifie aussi dans les méthodes commerciales, pour revenir également avec le travail de Romain, bah, des techniques qui vont fonctionner plus que d'autres. Et Mhm. aujourd'hui, on a développé une nouvelle partie de la solution qui s'appelle d'ailleurs les tactiques, où les méthodes commerciales, donc les bonnes pratiques, elles vont pouvoir être intégrées dans Sharp de telle sorte à ce que bah, un commercial, il puisse de manière très simple utiliser des prompts qui sont des prompts de la meilleure manière de travailler sur son marché. Mhm. Et ça va être propre à chacun des marchés et, donc et à chacun des clients aussi. Et donc, c'est vrai que le CRM aujourd'hui, c'est une super idée qui a été utilisée pour conserver en fait l'échange qui a pu être fait. Si notre commercial il s'en va, on sait, on a des résumés des rendez-vous, on peut prendre le relais, on peut travailler sur des anciens clients ou des clients perdus, etc. Mais il y a un petit peu un trou dans la raquette dans ce monde-là de la data sur ben, les méthodes, les bonnes pratiques commerciales, etc. Quel est le meilleur commercial ben, son truc de rendez-vous qui a été fait peut-être à la base sur un BANT ou sur un spin qui a évolué pour être spécifique à l'entreprise, et ben, le jour où il s'en va, ça disparaît. Et donc aujourd'hui, on est aussi en train de développer cette partie-là qui va traduire les bonnes pratiques commerciales directement en prompt simple d'utilisation où on peut juste cliquer. Et donc là, ça nous permet d'avoir
donc de bout en bout, une approche sur toi, l'aspect donc marketing, cycle de vente, analyse. Derrière, en plus, avec Romain, d'après ce que tu m'expliques, une exécution, c'est aussi le plus Mhm. important. Et c'est vrai que, ouais, Bah, effectivement, le travail qu'on va faire avec Romain, c'est que de par les choix marchés, on va déjà poser les bons ouais. argumentaires, comme tu dis, les bonnes tactiques, et puis derrière, effectivement, aller les tester sur le terrain. Et c'est ça, et pouvoir les tester assez rapidement. Et donc, justement, là, on a parlé un peu sur tout le cycle. Et en fait, c'est pas qu'un cycle de vente, c'est aussi un cycle d'action qui influe sur le cycle de vente. Est-ce que, si on parlerait justement aux auditeurs pour terminer cet échange que j'ai trouvé très très sympa d'ailleurs, merci. Est-ce que tu aurais un dernier point à nous dire sur, OK, où c'est que ça commence là, Mhm. ce travail, si on doit retenir une chose ou une de tes convictions peut-être? Bah, peut-être tout simplement un mot de la fin. Ouais, Euh, la seule vérité en marketing, en commercial, en business tout court, la seule vérité, c'est celle du terrain. La capacité du dirigeant, et pour moi, les dirigeants que j'admire le plus, ceux qui sont les plus performants, les plus innovants, c'est ceux qui ont certes du flair, mais qui savent analyser leur terrain, analyser leur marché en permanence. C'est ceux aussi qui ont, on parlait de l'ego, pas tant d'ego de ça que ça, et l'humilité de tester des choses, d'oser se planter, et alors, et puis de rebondir, de faire mieux la prochaine fois. Mais si on veut le faire de manière efficiente, bah forcément, il faut être méthodique. Donc le terrain, encore une fois, la seule vérité, c'est l'encre au sens propre, hein. ouais, Donc concrètement, toujours y revenir, toujours parler avec ses utilisateurs. Enfin, les meilleurs dirigeants parlent tout le temps avec leurs utilisateurs. Le connaître, l'analyser, bien le traiter et puis être pragmatique. pragmatique, excellent. Et de tout ça, on en tire des stratégies et derrière on déploie. Exactement. Merci beaucoup, Amandine, c'était top. Merci à toi. Et puis à une prochaine.